moyens mais des finalités, sur la question non pas des moyens mais des objectifs, sur la question non pas de la méthode mais du sens que nous voulons donner à nos existences. Or, je crois que la question du sens de nos existences ne peut pas se résoudre, je viens de le dire, dans la maîtrise scientifique et technique. Elle devrait pouvoir se résoudre, mais ce n'est pas le cas, par le déploiement d'une démarche éthique ou morale. Elle est, je crois, dans une recherche spirituelle, et je vais essayer de qualifier cette recherche spirituelle. Car, encore une fois, pour ce qui concerne les maçons de la Grande Loge de France, elle n'est pas dans une référence théologique ou religieuse. Une autre considération, rapidement, qui me semble caractériser nos temps postmodernes. Nietzsche, encore lui, avait annoncé comme un scoop la mort de Dieu. En fait, la mort de Dieu et de toutes les valeurs transcendantes. En fait, il annonçait surtout la mort de l'homme tel qu'il nous avait été livré par la pensée classique, comme sujet de connaissance et de valeur. Et nous, les hommes et les femmes du XXe siècle, qui avions pour mission, en quelque sorte, après le séisme du début du XXe, de reconstruire l'être humain majuscule, nous avons réussi à fabriquer l'individu et nous avons réussi à transformer l'humanisme en individualisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Résultat, plus une émission, un livre, une revue quelconque aujourd'hui qui ne proclame jusqu'à l'exténuation le triomphe absolu de l'ego institué en référence suprême, n'ayant à légitimer ses décisions et ses actions que dans la revendication de cette seule et unique origine, ça a de la valeur, dit l'individu. Ça a de la valeur parce que c'est moi qui le dis et parce que c'est mon choix. Il y a même, je crois, une émission télévisée qui s'appelle comme ça, c'est mon choix. C'est mon choix. L'expérience individuelle de chaque être humain a évidemment un immense intérêt pour tous les autres, et quand elle est bien racontée, elle peut donner lieu à de très beaux romans et de très beaux livres, incontestablement. Mais en la proclamant un peu à tort et à travers, la machine médiatique fait de cette expérience individuelle, et qui n'est que cela, une valeur qui voudrait se revendiquer immédiatement comme universalisable, ce qui n'est pas possible. C'est l'affirmation permanente que rien ne vaut de ce qui ne vient pas de l'individu roi. Mais c'est puéril, pusillanime, c'est presque pathétique. Parce que, comme toujours, le roi est nu, et ça se voit. Et ça se voit d'autant plus que des spectacles diffusés en boucle sur nos chaînes hertziennes, numériques, etc., et nous présentant de sympathiques jeunes gens, mais franchement inoffensifs et insignifiants, échangeant devant les caméras ce que Sartre, dans Les mots, appelait, je vous livre sa formule que vous connaissez peut-être, des bibelots d'inanité sonore. C'est cruel, mais c'est assez juste, des bibelots d'inanité sonore. Eh bien, ces émissions atteignent en même temps les profondeurs abyssales de la vacuité la plus totale et les sommets commerciaux de l'audimat. Quand il suffit, pour devenir un modèle de génération, d'avoir 3 mèches décolorées, 2 piercings, un tatouage, il y a probablement un problème. Sans doute pas de civilisation, car elle y survivra, c'est évident. Les enjeux sont ailleurs. Mais il y a peut-être un problème de société ou de culture. Narcisse, lui-même, est dépassé et renvoyé sur les bancs de cette école où l'on n'apprend à voir le monde que dans des miroirs, avec teint ou sans teint. Dans le premier cas, on se contemple soi-même en hésitant parfois entre la satisfaction fascinée ou éventuellement la délectation morose, qui est une autre forme de satisfaction d'ailleurs. Je pense toujours à ce sujet, à cette formule qui est de La Rochefoucauld ou de Chamfort et qui est la suivante. Car la délectation morose, ça se pratique assez fréquemment dans nos sociétés modernes. Et Chamfort, je crois, le dit, il faut se méfier de l'humilité, ou en tout cas se méfier de l'humilité extrême, car l'humilité extrême est peut-être la forme la plus subtile de la vanité. Bon, je ferme la parenthèse et j'en reviens à mon sujet de cet instant. Donc, des miroirs où l'on se contemple ou des miroirs à travers lesquels on observe les autres à la dérobée en pratiquant le voyeurisme le plus extrême. Il y a des émissions télévisées entières pour cela. Mais la seule valeur de vérité de cet individu qui s'exprime en permanence sur tous les sujets et sur tout ce qu'il ne connaît pas forcément, ça n'est pas forcément la recherche d'une certaine vérité ou d'une adéquation
entre la réalité et la vérité que l'on veut exprimer à son sujet, cette valeur de vérité lui vient parfois tout simplement de ce qu'il croit à ce qu'il dit. Et comme chacun sait, quand on y croit et qu'on a la foi, on peut se passer de la connaissance. Je plaisante, évidemment. Mais en tout cas, l'affirmation de conviction péremptoire et individuelle, réduisant le vrai au visible, ce qu'il n'est pas, et la valeur au consommable, ce qu'elle n'est pas, on finit par remplacer au panthéon des idées qui ont ravagé les siècles les imprécations des inquisiteurs ou les certitudes des commissaires politiques. Seul avantage, mais il est de taille, ça fait quand même beaucoup moins de morts. Et cet individu roi, qui ressemble parfois à Ubu, a fini par remplacer la légitime revendication des droits de l'homme par la religion des passe-droits de l'homme. Et il veut à la fois et en même temps être le maître de son destin et, lorsque ça l'arrange, la victime de son sort. Résultat, lorsque le vivre pour soi, comme seule dimension socialement valorisée, s'épanouit à ce point sans limite, le vivre ensemble des êtres humains forcément dysfonctionne, car tout devient bon, surtout n'importe quoi, à condition que ce soit cool, fun ou super top. Et le XXe siècle, traumatisé par une interminable naissance au forceps, et dont les millions de morts ont ravagé les consciences et les cœurs, a donc fini par remplacer la pesanteur des majorités totalitaires obsédées par le fantasme de l'homogénéité sans faille ni clivage du corps social ou racial. Corps social, les marxistes, racial, les nazis, qui ont quand même fait beaucoup de bien au XXe siècle. Par le terrorisme intellectuel du vide de minorités tellement éblouies par le spectacle qu'elles se donnent d'elles-mêmes qu'elles ne sont même plus capables d'imaginer pouvoir tenir avec les autres un langage commun et partagé. Alors ça pose un vrai problème. On dit que c'est un problème de valeur au pluriel. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Car la question des valeurs incontestablement se pose, mais je crois que ce qui est en crise aujourd'hui, ce n'est plus les valeurs. Quelles valeurs ? Mais c'est la notion de valeur elle-même en tant qu'elle peut servir de principe recteur ou directeur à quelqu'un qui veut construire le sens de son existence. La question des valeurs néanmoins se pose. Alors on peut hésiter entre le nihilisme, la vie n'a pas de sens, l'aventure humaine n'a pas de sens, une position élégante, elle est cultivée parfois, on peut le faire, ce n'est pas celle des maçons de la Grande Loge. Une autre position est quelque chose qui ressemblerait à celle des sophistes grecs, Calliclès. La seule vérité, c'est l'affirmation de ma force et de ma volonté et le reste ne compte pas. C'est une position dans laquelle non plus les maçons de la Grande Loge ne peuvent pas s'installer. Et puis, il y a une autre posture possible qui est la soumission à des totalités majestueuses et solennelles qui sont idéologiques ou religieuses et auxquelles les êtres humains peuvent éventuellement contribuer eux-mêmes, en être les acteurs, les auteurs, avant d'en être éventuellement les victimes, comme la chose s'est vue dans l'histoire. Bref, ça n'est pas aussi simple que cela. Alors, devant une telle problématique, quelle est la manière dont les maçons de la Grande Loge de France essaient de réfléchir à la construction de soi et de se projeter dans l'avenir ? Vous l'avez peut-être lu, vous l'avez peut-être entendu, nous nous définissons comme une obédience humaniste et spirituelle. Ça veut dire quoi ? L'humanisme tel que nous le connaissons, il est hérité, d'abord les maçons n'en sont pas l'inventeur, ils en sont les porteurs, toute obédience confondue, on pourrait le dire, ils en sont les porteurs mais ne prétendent dans ce domaine à aucune exclusive, mais ils sont en première ligne sur ce chantier, effectivement. Ils ne sont pas les inventeurs de l'humanisme, il existe déjà chez les Grecs, chez les épicuriens, chez les stoïciens, il y a même un humanisme chrétien qui pourrait être analysé peut-être comme un paradoxe, puisque l'humanisme consiste à centrer le projet de l'être humain sur lui-même sans le référer à une instance particulière. Donc, humanisme chrétien, pourtant il existe, on pourrait développer le sujet. Je fais référence à deux formes qui sont très connues. La Renaissance, bien entendu, la Renaissance qui considère que la valeur de l'être humain lui vient
de l'élan ascendant de son intelligence et de son esprit qui le pousse à se réaliser le plus et le mieux possible pour accomplir le potentiel d'humanité qui est le sien, trouve d'ailleurs son origine chez les Grecs et une manière de repenser les concepts de la philosophie grecque. Il y a l'humanisme du XVIIIe qui se caractérise par quelque chose comme une foi quasi religieuse, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, une foi quasi religieuse dans la raison universelle ou l'universalité de la raison, et une foi quasi religieuse dans le progrès infini et indéfini des sciences, des techniques et de la connaissance en général, point sur lequel on a vécu de grands traumatismes, car l'idée serait à peu près la suivante. Il suffirait d'être rationnel pour devenir raisonnable, mais le rationnel est une modalité de compréhension du monde, intellectuelle, alors que le raisonnable, c'est une modalité de comportement qui renvoie à la sphère éthique et morale. Or, entre le rationnel de l'intelligence et le raisonnable de l'éthique, il peut y avoir solution de continuité, c'est d'ailleurs assez fréquent, car il ne suffit pas d'être intelligent pour être vertueux. Il suffirait en quelque sorte de disposer d'un savoir pour être disposé à la vertu. Ben, écoutez, sur ce point-là, les siècles passés nous ont enseigné, alors là pour le compte, la vertu d'humilité, car, bien entendu, si le progrès scientifique et technique est un progrès cumulatif, et on ne revient jamais en arrière dans ce domaine, le progrès d'ordre moral ou éthique, lui, ne l'est pas, et on assiste dans ce domaine, et aujourd'hui encore, et peut-être demain, et après-demain, et après-demain, à des régressions absolument terrifiantes qui défient l'intelligence, à la fois rationnelle et raisonnable. Conception contemporaine de l'humanisme, c'est le fait de vouloir porter des valeurs, et les maçons le font, des valeurs comme la revendication d'une égale dignité pour tous les êtres humains, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle, leur pratique religieuse, confessionnelle, leurs convictions idéologiques ou philosophiques, pour autant que ces convictions, que ces pratiques respectent dans tous les cas la liberté des êtres humains et leur intégrité physique, psychique, individuelle et collective. Pardon. Leur intégrité physique, psychique, intellectuelle, morale et spirituelle. Revendication de respect due à ces êtres humains, revendication d'une valeur de tolérance qu'il est nécessaire de mettre en œuvre et qui permette à la diversité de ces cultures de demeurer dans le respect les unes des autres pour construire une dimension qui, en dépit de ces différences et de cette diversité, les dépasse et pourrait être transcendée dans ce qu'on appellerait l'humanité. Voilà la référence humaniste. Alors, ça a l'air assez simple comme ça, mais il existe aujourd'hui, alors il existe un anti-humanisme pratique. L'anti-humanisme pratique, c'est ce qui consiste à dénier aux êtres humains cette dignité, ce respect, et de mettre en œuvre ce principe de tolérance ou cette vertu de tolérance que j'évoquais. L'anti-humanisme pratique, c'est celui qui considère qu'on peut se faire exploser pour faire exploser des hommes, des femmes et des enfants, dans ce qui n'est pas vraiment une guerre, qui a consisté par le passé à martyriser des êtres humains, à leur refuser, et à faire monter dans des wagons plombés des hommes, des femmes et des enfants au motif tout simplement qu'ils étaient nés du mauvais côté de la race ou de la religion. Ça, c'est un anti-humanisme pratique, mais il vient généralement s'appuyer, s'enraciner dans un anti-humanisme théorique. Alors, celui que j'évoquais à l'instant et qui fait partie un peu du passé, eh bien, considérons qu'il fait partie du passé. Mais il existe aujourd'hui un anti-humanisme théorique, chers amis, lorsque on entend dire que finalement l'être humain n'est qu'une variété d'animal supérieur. C'est quelque chose qu'on entend fréquemment, une espèce de naturalisme à la mode qui consiste à considérer que le mammifère humain est avant tout un mammifère. Car voyez-vous, lorsque je dis mammifère humain, le substantif c'est mammifère et humain n'est qu'un adjectif. Eh bien, je crois que ce naturalisme à la mode, à mon avis, qui devrait passer, a oublié le fait précisément que ce qui différencie radicalement l'être humain de l'être animal, c'est la capacité de liberté. Elle a été mise en évidence par Jean-Jacques Rousseau en 1750. Ce n'est pas le fait que l'animal aussi pense. On nous dit parfois, oui, mais les animaux pensent. Oui, les bonobos pensent et les mammifères supérieurs pensent. Mais de toute évidence, ce n'est pas ça qui différencie radicalement les êtres humains des animaux dits supérieurs. Oui, mais les animaux aussi ont des sentiments. C'est évident. Il suffit de voir mon chien lorsque je rentre le soir et qu'il est heureux de m'accueillir. Il y a quelque chose qui passe. Mais ce qui différencie l'homme de l'animal, chers amis, c'est la liberté, car l'animal est enfermé dans son instinct
dès sa naissance, et il le sera jusqu'à la mort, en dépit des apprentissages et des dressages, et il ne choisira jamais entre le bien et le mal, là où l'être humain est dans une liberté qui lui permet de choisir entre le bien et le mal. Et ce serait beaucoup plus simple s'il n'avait pas le choix et qu'il soit enfermé dans le bien, mais ce n'est pas le cas. Saint Augustin avait dit d'ailleurs, pour faire ce choix-là, aime et fais ce que tu veux, car lorsque tu aimes tes contemporains, tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras jamais qu'en les aimant leur faire le bien qu'ils doivent naturellement recevoir de toi. Et voilà. Un autre anti-humanisme théorique, c'est celui qui consiste à considérer les êtres humains comme une chose ou comme une machine, et ça existe, chers amis, ça existe. Est-ce que dans ces rencontres interdélirantes entre de pseudo-médecins et des femmes de 65 ou 70 ans qui veulent avoir des enfants et auxquelles on donne la possibilité de le faire, il n'y a pas le fait de considérer comme une chose un être humain à naître, qui aura 20 ans lorsque ses parents en auront 80 ou 85. Je ne suis pas certain qu'il y ait là un phénomène qui soit facile à gérer sur le plan de l'éthique et qui pourtant, sur le plan technique, est parfaitement réalisable. La question est de savoir si tout ce qui est techniquement ou scientifiquement réalisable doit être réalisé. Nous sommes confrontés à cette question. Et puis, comme des machines, il existe une association qui s'appelle ATM, Association transhumaniste mondiale, ou Association post-humaniste mondiale. Elle est pilotée par des scientifiques de très haut niveau, Nick Bostrom, David Pearce, qui sont des professeurs d'Oxford, William Bainbridge, qui est un chercheur américain, et qui considère que l'être humain, et écoutez bien ce que je vous dis, l'être humain est un artefact comme les autres, c'est-à-dire un produit comme les autres, et que ses performances techniques sont insuffisantes et qu'il convient de l'améliorer en tant qu'il est un produit comme les autres et qu'on va l'améliorer comme un produit. William Bainbridge a une obsession qui est la suivante. Il veut être capable d'enfermer dans un disque d'ordinateur, non pas seulement l'histoire d'un être humain, parce que c'est déjà fait ça, mais il veut être capable, dans les 15-20 ans qui viennent, de mettre dans un disque d'ordinateur, un disque dur d'ordinateur, la manière dont chaque être humain élabore ses sentiments et ses émotions. Eh bien, chers amis, ceci s'appelle de l'anti-humanisme théorique et nous devons être très, 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 très prudents et être des veilleurs dans ce domaine. Car voyez-vous, et je vais passer à la spiritualité pour conclure, car voyez-vous, je pense à la formule d'Asimov, qui est la suivante. Alors, je l'explique d'abord rapidement. On sera probablement capable, dans les 20-30 ans qui viennent, on ne sait pas le faire aujourd'hui, mais on commence à pouvoir l'élaborer, par la convergence technologique entre les nanotechnologies que j'évoquais tout à l'heure, les biotechnologies, les sciences cognitives et les techniques de l'information et de la communication. Cette convergence technologique va probablement nous permettre de modifier radicalement la nature même de l'être humain. Encore une fois, je dis, ce n'est pas fait pour le moment. Mais lorsque on veut commencer à toucher à la manière dont un être humain élabore ses sentiments et ses émotions, eh bien, on passe du mythe de Prométhée, qui a marqué le XXe siècle. Le mythe de Prométhée, c'est un mythe de la métallurgie, de la maîtrise du fer et du feu. Maîtrise, d'ailleurs, ou démaîtrise. Hein. C'est pas toujours maîtrisé, on l'a bien vu. Hein. Au début du XXe siècle, qui est terriblement prométhéen dans ce domaine, on voit bien que c'est d'une démaîtrise qu'il s'agit. Mais on est en train de passer probablement dans ce domaine à ce qui était le mythe de Prométhée pour arriver au mythe de l'apprenti sorcier. Mais de l'apprenti sorcier, non plus par négligence, comme on le voit dans les mythes médiévaux allemands notamment, non pas par négligence ou par incompétence. Négligence, c'est j'oublie de refermer le couvercle de la marmite, comme dans Les Visiteurs, hein, ou bien par incompétence, à un moment je n'ai pas la formule qui permet d'eux, mais l'apprenti sorcier par finalité, car Jean-Pierre Dupuy et Françoise Roure, lui est ingénieur général des mines et elle est ingénieure générale des télécommunications, ont produit à ce sujet il y a 2-3 ans un document exceptionnellement anticipateur qui met en évidence que l'on est en train de passer au mythe de l'apprenti sorcier par finalité. Autrement dit, certains secteurs de la recherche aujourd'hui sont engagés dans des démarches dans lesquelles le cahier des charges est réduit à 0 et où on se dit, nous allons provoquer la rencontre entre diverses molécules et on verra bien ce que ça donne après sans se poser la question de savoir comment on le maîtrisera. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec l'atome il y a quelques dizaines d'années. Mais cela devient aujourd'hui un principe. Eh bien,
Si on commence à toucher à l'être humain comme on est en train de le faire, eh bien, un jour, on risque d'être confronté à la formule d'Isaac Asimov, et qui est la suivante, et ça va me permettre de faire la liaison. Lorsque les robots fabriqués par les hommes enterreront le dernier homme, alors les robots parleront peut-être des hommes comme les hommes parlaient des dieux. Ce qui me permet de passer à la partie suivante avant de conclure.